On a compris les avantages de mettre de l'humus dans notre sol, de le rendre plus moelleux, plus confortable, plus poreux, mieux drainé, mieux aéré, meilleure rétention en eau. Maintenant, on va voir les sources de matière organique. Parce que si vous arrivez dans une jardinerie et vous dites « je vais avoir de l'humus », les gens vont être un petit peu embêtés. Ou « je vais avoir de la matière organique », ils vont vous demander c'est quoi que vous voulez exactement. Okay? Fait qu'on va voir les différents produits qu'on peut utiliser pour augmenter le taux de matière organique de notre sol pour évidemment augmenter sa structure et améliorer ses propriétés. Donc, il y a différentes sources de matière organique ou différentes sources d'humus possibles. Première source de matière organique ou d'humus, le compost. Il y a différents types de compost, on va les voir un petit peu plus tard dans le cours, mais on voit rapidement ici un compost marin, un compost forestier, et sinon un compost maison qu'on fait avec des restes de cuisine, du gazon coupé, des feuilles mortes, etc., qui va donner un beau produit comme ça. Donc on commence comme première source de matière organique, on commence avec la meilleure, c'est le compost. Donc le compost, c'est un amendement de qualité. C'est quelque chose qui rend le sol beaucoup plus confortable. Et pourquoi on dit que c'est le meilleur amendement, le compost? C'est parce que c'est le plus durable. Il va aider à faire des agrégats et des agrégats qui vont durer dans le temps. Donc l'humus du compost est de très bonne qualité en général. Deuxième point, le compost a une valeur fertilisante variable, c'est-à-dire qu'il va apporter plus ou moins d'éléments nutritifs, dépendant du compost qu'on utilise. On l'a vu tantôt, un compost forestier, un compost marin ne contiendront pas nécessairement les mêmes quantités d'éléments nutritifs, ni les mêmes éléments nutritifs dans les mêmes proportions. Donc les composts ne sont pas tous riches pareils en éléments nutritifs. Si vous faites du compost à la maison, fort possible que votre compost soit très riche en minéraux et qu'il y ait une gamme d'éléments nutritifs très large. Et plus vous allez ajouter de choses dans votre compost, plus vous avez de chances que votre compost contienne une grande gamme d'éléments nutritifs. Si on ajoute des coquilles d'œufs, par exemple, votre compost va être plus riche en calcium, en phosphore, etc. Donc, valeur fertilisante variable, ça dépend des composts. Il devrait être bien décomposé, votre compost, donc sans odeur ni particules grossières. Si vous fouillez dans votre compost puis vous voyez encore des matériaux végétaux mal décomposés, votre compost n'est pas prêt. Idéalement, vous devriez l'utiliser quand il est friable, quand ça ressemble à de la terre noire, finalement. Un peu comme sur la photo ici. C'est vendu en sac ou en vrac. Pour des petites surfaces, en général, on achète du compost en sac. Mais quand on a des plus gros terrains ou des plus grandes surfaces à couvrir, on peut commander des camions de compost. On peut commander 1, 2, 3, 4, 5 verges cubes de compost en vrac. C'est évidemment moins dispendieux à commander en vrac quand on a des volumes raisonnables. Et l'autre caractéristique du compost, c'est qu'on peut le fabriquer soi-même. N'importe qui à la maison peut fabriquer lui-même son compost et l'utiliser dans ses plates-bandes. Donc ça, c'est des avantages du compost. Et je vous rappelle, le compost, c'est l'amendement numéro 1 pour rendre votre sol confortable. Deuxième amendement intéressant, ou deuxième source de matière organique intéressante, le fumier. On voit ici du fumier animal. Le fumier est vendu en sac très souvent. Donc, on a ici du fumier de vache, du fumier de mouton, du fumier de poulet. Le fumier peut être vendu en vrac aussi. On peut le commander encore une fois par camion à la verge cube. Mais souvent, les gens vont mettre quelques sacs dans leur plate-bande. C'est un bon amendement. Pas aussi bon que le compost, mais pas loin. C'est quand même un amendement qui est intéressant, une humus de bonne qualité, mais c'est quand même moins durable que l'humus qu'on retrouve dans le compost. Donc, c'est un bon amendement quand même. Ça a une valeur fertilisante variable, c'est-à-dire un peu comme le compost, il y a des fumiers qui sont plus riches que d'autres. Du fumier de poulet, c'est plus riche que du fumier de vache, par exemple. On va voir ça à la leçon 24. Donc, la valeur fertilisante du fumier, elle varie selon les fumiers, selon ce qu'on a mis dedans aussi, évidemment. Ça doit être bien décomposé là aussi. Si vous brassez votre fumier et vous voyez des brins de paille ou du branti, il est mal composté, on est mieux de finir le compostage avant de l'utiliser. Et l'autre indice qu'un fumier est mal composté, c'est l'odeur. Si ça sent encore les excréments animaux ou ça sent le compostage, il n'est pas tout à fait prêt. Et comme j'ai dit tantôt, c'est vendu en sac, généralement pour des petites surfaces, ou en vrac pour des plus grandes surfaces. Donc, le fumier, amendement intéressant aussi. Encore une fois, c'est un amendement et un fertilisant, un peu comme le compost. Ça joue deux rôles en même temps. Ça rend le sol confortable et ça apporte des éléments nutritifs. Donc, fumier et compost, amendement et fertilisant, on fait d'une pierre deux coups avec ces produits-là. Donc, des excellents produits pour structurer votre sol, puis en même temps, ça va apporter des éléments nutritifs pour vos plantes. Troisième amendement possible, la tourbe de sphène, qu'on appelle aussi la mousse de tourbe. Donc, la tourbe de sphène, c'est une plante, la sphène qu'on voit ici, qui est récupérée dans les tourbières. Donc, dans une tourbière, on va enlever toute la partie vivante et avec des aspirateurs géants, on va extraire, on va aspirer
les particules de sphène qui sont au sol, et ça va donner un matériau qui ressemble à ça, qui est vendu en sac sous le terme peat moss ou tourbe de sphène. C'est le même matériau en passant qu'on utilise dans les serres quand on fabrique des produits comme le ProMix. Mais quand on l'achète pour amender des plates-bandes, il n'y a pas de petits grains de perlite, il n'y a pas d'engrais, de chaux ajouté là-dedans. C'est juste de la fibre de sphène qui est mise dans un sac, généralement des sacs compressés. Alors, c'est une autre source de matière organique intéressante. C'est une source d'humus pour le sol. Donc, c'est un bon amendement. Ça rend le sol spongieux. C'est particulièrement intéressant, la tourbe de sphène, dans les sols lourds, parce que c'est un amendement qui est très léger. Donc, c'est un bon amendement. Par contre, ça ne contient pas d'éléments nutritifs. Contrairement au compost et au fumier qu'on disait qui contenaient des éléments nutritifs tantôt, quand vous mettez de la tourbe de sphène dans votre sol, vous avez beau mettre 3, 4, 5 sacs de tourbe de sphène dans votre plate-bande, votre sol va être plus confortable, plus moelleux, plus aéré, plus drainé. Donc oui, il va être plus confortable. La tourbe de sphène, c'est un amendement. Par contre, les plantes n'auront rien de plus à manger. Fait que si vous voulez que vos plantes se nourrissent, puis vous mettez beaucoup de tourbe de sphène comme source d'amendement, il va falloir ajouter peut-être des engrais à part, parce que la tourbe de sphène, il n'y a rien de nutritif là-dedans. C'est acidifiant, c'est pas super acidifiant, mais quelqu'un qui met de la tourbe de sphène régulièrement dans ses plates-bandes va finir par faire baisser le pH de son sol. Donc, dans un sol alcalin, c'est intéressant, mais dans un sol qui est déjà acide, ça l'est déjà moins. Donc, acidifiant, c'est pas très écologique parce qu'évidemment, pour récolter la tourbe de sphène, on doit assécher une tourbière, on doit sortir l'eau de la tourbière et on détruit un milieu naturel pour extraire des matériaux qui vont nous servir à cultiver des plantes. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Certains vont dire, on ne détruit pas un milieu naturel parce que la plupart des tourbières maintenant, ou un certain pourcentage des tourbières, sont remis en fonction. C'est-à-dire qu'on récolte la tourbe de sphène pendant quelques années, on remet de l'eau dans la tourbière, on réensemence la tourbière avec la nouvelle sphène pour la remettre en vie. Par contre, on va avoir sorti en quelques années la tourbe de sphène qui a pris des dizaines d'années, sinon des siècles, à se former. Alors, ce n'est pas super écologique comme matériau, même si on remet les tourbières en fonction. Et la tourbe de sphène, normalement, elle est vendue en sac. Mais si on retient strictement au point de vue horticole, la tourbe de sphène, c'est un bon amendement, ça rend le sol confortable. Par contre, ça n'apporte pas d'éléments nutritifs pour les plantes. Ça fait quand même le tour des 3 amendements importants ou intéressants qu'on peut mettre dans des plates-bandes ou un potager pour rendre le sol plus confortable, plus moelleux, plus structuré. Le compost, le fumier et la tourbe de sphène. Maintenant, il y a 2 autres produits qui sont souvent perçus comme des sources de matière organique et qui sont beaucoup moins intéressants à mon avis. Je vais prendre le temps de vous les montrer un petit peu. Premièrement, la terre noire. Souvent, les gens vont dire, je vais mettre la terre noire, c'est moins cher que du compost, puis ça fait le même effet. La terre noire ne fait pas du tout le même effet que le compost. À la limite, elle va rendre le sol foncé, un petit peu comme fait le compost, puis la comparaison s'arrête à peu près là. La terre noire, on le voit ici, c'est des matériaux qui peuvent être récupérés sur des terres noires, sur des terrains, mais souvent, ça va être récupéré dans des fonds de tourbière aussi. C'est de l'humus, oui, c'est foncé comme l'humus, c'est spongieux comme l'humus, mais c'est de l'humus qui est fatigué. C'est de l'humus qui ne colle plus autant. Donc, si je mets de la terre noire dans une plate-bande puis je brasse mon sol, très souvent, je vais voir que des agrégats ne se forment pas tant que ça. Ce qui va se former très souvent, c'est des croûtes. Ça va avoir tendance à sécher. Et souvent, je vais avoir des graines de mauvaises herbes qui vont germer parce que souvent, dans les sacs de terre noire, j'ai de la graine de mauvaises herbes. Donc, qualité très variable, peu dispendieux, c'est pas cher de la terre noire. On peut avoir des fois des sacs pour 1 $. Amendement plus ou moins valable. Donc, ça a de l'air du compost, c'est foncé comme du compost, mais ça n'a pas du tout le même effet dans le sol. Ça ne va pas structurer votre sol très, très bien. Donc, amendement plus ou moins valable, c'est probablement le point le plus important. Souvent pauvre en éléments nutritifs et acides, donc ça va créer de l'acidité, ça n'apporte pas beaucoup de minéraux, ça peut contenir des graines de mauvaises herbes et ou des résidus d'herbicides, je l'ai dit tantôt, souvent dans les sacs de terre noire, on peut avoir des graines de mauvaises herbes qui sont restées là, et quand on met de la terre noire dans nos plates-bandes, on a tout à coup des mauvaises herbes qui se mettent à apparaître. Ça pourrait même à la limite contenir des résidus d'herbicides. Si la terre noire a été récupérée sur des fonds de terre agricoles et qu'il y avait des herbicides qui étaient épandus, ce n'est pas suggéré de prendre la terre noire en sac pour faire ses semis à la maison. Quelqu'un qui veut semer ses plants de tomates ou ses annuelles, il serait mieux d'utiliser des produits comme le ProMix plutôt que de la terre noire, parce que ça se pourrait que s'il reste un petit peu d'herbicide, ça germe moins bien. Et la terre noire est vendue en vrac pour des gros volumes, et elle est aussi souvent vendue en sac. Alors, c'est un matériau qui a l'air d'un bon amendement, mais qui n'en est pas vraiment un.
Ça ne veut pas dire que la terre noire, c'est inutile et qu'on ne s'en sert jamais. On pourrait s'en servir, par exemple, pour donner un petit peu de volume dans une plate-bande. Votre plate-bande est un peu basse, vous voulez donner du volume, vous avez déjà mis un peu de compost dedans, vous voulez économiser un peu. Vous ne ferez pas venir un camion en vrac pour faire livrer de la terre si vous manquez 1 centimètre sur une petite plate-bande. Vous allez mettre 3-4 sacs de terre noire pour donner du volume et ça va faire le travail. Donc la terre noire, c'est beaucoup plus du remplissage, je vous dirais, qu'un amendement de qualité. Et toujours dans les sources de matière organique, le dernier matériau qu'on va voir, les matériaux ligneux. On vient parler de la terre noire. Maintenant, l'autre possibilité, ça serait de mettre des matériaux ligneux dans notre sol. Du paillis, de la paille ou d'autres matériaux ligneux qu'on pourrait porter à incorporer dans notre sol pour donner de l'humus, pour donner de la matière organique. On va voir que ce n'est pas une super bonne idée. Donc, le paillis, la paille et les autres matériaux ligneux, appliqués en surface, les paillis organiques se décomposent lentement et apportent de la matière organique au sol. Donc, que vous mettiez du paillis en surface de votre sol, il n'y a aucun problème. Ça va se décomposer lentement et ça va fournir un petit peu d'humus à votre sol. Ce qui n'est pas recommandé, c'est de l'incorporer en profondeur. Donc, on le dit dans la deuxième phrase ici, ne doivent pas être incorporés au sol puisqu'ils risquent de provoquer des carences en azote. Donc, si je mets mon paillis en surface, c'est parfait, ça va jouer son rôle de paillis. Mais une fois que mon paillis est moins beau, une fois qu'il a grisonné, comme sur la photo précédente, là, si mon paillis commence à ressembler à ça un petit peu, les gens pourraient être portés à vouloir l'incorporer dans le sol pour le faire disparaître puis en remettre du nouveau. Ce n'est pas suggéré parce que, comme on vient de le voir, ça risque de provoquer des carences en azote. Comment ça fonctionne? Des matériaux organiques, il y en a qui sont herbacés et il y en a qui sont ligneux. Les matériaux herbacés, vous avez vu ça en botanique, c'est vert, c'est tendre, c'est humide, c'est facile à décomposer par les micro-organismes et c'est plein d'azote. Donc, si vous mettez un petit peu de gazon coupé dans votre sol, vous l'incorporez, c'est pas très grave, c'est des matériaux herbacés. Les micro-organismes vont décomposer ça facilement et à mesure qu'ils vont décomposer vos brins de gazon, ils vont se nourrir de l'azote qu'il y a dans le produit. Donc, c'est pas problématique. Par contre, si je mets des matériaux ligneux dans mon sol, je rappelle, des matériaux ligneux, c'est sec, c'est brun, c'est coriace et c'est pauvre en azote, bien, les micro-organismes vont essayer de les décomposer. Ils vont travailler fort, évidemment, parce que c'est un matériau qui est coriace. Et en plus, ils ne trouveront pas d'azote dans le matériau pour se nourrir. Ils vont donc devoir se nourrir à partir de l'azote du sol. Et si les micro-organismes se mettent à bouffer l'azote du sol, bien, il n'en restera plus pour les plantes. Et les plantes qui poussent dans ce sol-là vont souffrir de carences en azote. C'est ce qu'on veut dire par ne doivent pas être incorporés au sol puisqu'ils risquent de provoquer des carences en azote. La première fois que j'ai raconté ça dans un cours, j'enseignais, c'est la première année que j'enseignais l'horticulture en Abitibi, et j'ai un étudiant au moment où je raconte ça qui se tape dans le front et qui lâche un soupir. Fait que là, je lui demande comme ça, qu'est-ce qu'il y a, as-tu quelque chose à nous raconter? Il dit, ben oui, certain. Il dit, j'ai justement fait cette erreur-là, je viens de comprendre pourquoi. Fait que je dis, vas-y, raconte-nous ça. Ben, il dit, le printemps passé, je me suis pris un lopin de terrain dans un jardin communautaire et j'avais lu dans une revue horticole que c'était bon de mettre de l'organique dans le sol. Puis j'ai un de mes amis qui était à la campagne, qui avait des ballots de foin, qui ne savait plus quoi en faire. Fait que je les ai récupérés, j'ai décidé de les mettre dans le sol de mon potager avant de commencer la culture au printemps. Fait que première journée du printemps où le jardin y ouvre, j'ai pas ma paille, j'avais loué un rotoculteur. Fait que je passe mon rotoculteur et j'essaie d'incorporer ça comme je peux. Puis pendant que je fais ça, ma voisine de jardin arrive à côté et elle me demande ce que je fais. Fait que je lui explique, il me dit que je suis en train de mettre de l'organique dans un sol, que c'est bon pour le sol. Fait que la madame, elle me dit, ben, seriez-vous assez gentil de m'en mettre un petit peu? Elle dit, ben oui, ça va me faire plaisir. Fait que l'étudiant raconte qu'il a pris des ballots de foin, il les a mis dans le sol de la madame, il a passé le rotoculteur, la même chose que dans son sol. Et ce qu'il me raconte, c'est qu'à la fin de l'été, les deux jardins les plus laids, les deux lopins les plus laids de tout jardin communautaire, c'était le sien et celui de sa voisine, parce que les plantes étaient petites, chétives et jaunes. Évidemment, des symptômes de carence en azote. Et là, il venait de comprendre que la raison pour laquelle son potager avait été si laid cette année-là, c'est pas parce qu'il y avait quelque chose de toxique dans la paille, parce que c'est ce qu'il pensait au début, c'est tout simplement parce que les micro-organismes du sol ont essayé pendant l'été de décomposer la paille qu'ils avaient mis et ils ont bouffé l'azote du sol aux dépens des plantes qui poussaient dans le jardin. Donc, du paillis en surface, il n'y a pas de problème. Du paillis qu'on incorpore dans le sol, ce n'est pas une bonne idée parce que ça risque de créer des carences en azote. Donc, tout ça pour dire que les matériaux ligneux ne devraient pas être incorporés au sol comme source de matière organique. Si on veut mettre des bonnes sources de matière organique dans notre sol pour le structurer, on va y aller avec le fumier, on va y aller avec le compost, on peut y aller à la limite avec la mousse de tourbe ou la tourbe de sphène, mais on devrait éviter la terre noire et les matériaux ligneux.